Oh, bonjour, briseur du quatrième mur. Ça fait un moment que l'on ne s'est pas croisés. Je pense que si tu es là, c'est que les pires scénarios se sont passés. Mais pour en être sûr, donne-moi les premiers mots qui te viennent à l'esprit, afin que je puisse non pas te guider, mais changer la réalité de ta triste fatalité, car après tout, nous ne formons qu'un. Post-apocalyptique. C'est donc bien cela, rassure-toi. Nous voyagerons sur les terres désolées de ton monde, afin que chacun puisse être témoin de ce que l'humanité peut connaître de pire en chacun d'eux. Je tiens à préciser toutefois que par mon action de changer ce qui s'est passé, tout ce qui sera raconté ici deviendra alors fictif, voire fantasmé. Même si toi, briseur du quatrième mur, tu as connu l'horreur, sache que cela se terminera bien. À présent, voyons ensemble ce genre qui est passé de fiction à ta réalité, aussi abrupte et catastrophique qu'elle soit. Honnêtement, je pensais pas un jour passer par la grande porte de la bibliothèque de Babel. Pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, je partage une coexistence avec un personnage quasi omnipotent nommé Légéré. C'est d'ailleurs grâce à ce lien que j'ai pu peut-être survivre. Mais puisque je suis ici, je vais me permettre le luxe de vous décrire l'existence que j'ai subie à travers ce déferlement de flammes et d'agonie. Au départ, quand nous parlions de nucléaire, j'avais en tête comme tout le monde les fameuses bombes d'Hiroshima et de Nagasaki. Montrées à travers des films en noir et blanc, cette distanciation me paraissait bien loin de mon quotidien. Moi qui vivais au XXIe siècle dans une civilisation occidentalisée et autocentrée sur elle-même. Si je pouvais assister à la barbarie de l'homme, ce n'était qu'à travers le confort de mon lieu de vie dans un pays riche, en sécurité, baigné dans l'opulence d'un système industrialisé par le pétrole dont ma simple présence nécessitait le travail à temps complet de 500 personnes pour m'offrir ce cadre de vie. Même si j'en étais pas responsable, j'y participais sans le vouloir en nourrissant ce système autophage à travers une puissance financière presque idolâtrée qui était soit en forme numérique ou en forme de papier. À travers cet objet, mais surtout à travers la valeur que nous lui avons donnée, le nombre indiqué dessus nous donnait la possibilité de l'échanger contre des biens et services, et tel un dieu que nous vénérions, nous avions l'habitude de faire un petit rituel où nous levions pour en échanger et en gagner davantage. Cette doctrine, pour certains, était appelée le métro boulot dodo et pour d'autres, la rat race. Ce genre de fonctionnement nous rendâmes comme fanatiques, nous empêchant de voir la véritable réalité telle que nous devions la voir. Si nous avions abandonné les chaînes métalliques pour une valeur monétaire ou de crédit, ceux qui avaient instauré et préservé ce système en place s'occupaient des réels enjeux de ce monde par l'enrichissement, la domination, l'asservissement, ou d'une manière plus primitive pour l'ego, ou que sais-je encore. Ceux que nous appelions élites, qui en avaient que le nom, étaient rentrés dans une spirale d'égocentrisme ou de contrôle qui nous ont conduits à l'impardonnable. Toutefois,
Ce témoignage n'est pas une plainte ou autre forme de moralisation, car, dans un sens, nous étions tous dans le fond au courant de ces manigances. Mais notre lâcheté ou notre passivité nous amenâmes au final à nous concentrer que sur notre propre sécurité et mode de vie. Si bien que nous nous sommes rendus en fin de compte insensibles à la souffrance ou à la douleur des autres. Pour ma part, si à ce moment je connaissais l'hostilité, elle était surtout informatique, voire même vidéoludique, désignant une réalité possible, mais si sous-estimée de mon quotidien que je prenais plaisir à le fabuler à travers des jeux par exemple comme Fallout, Metro Exodus, ou des films comme La Route ou Mad Max 2, plus encore avec la série qui nuance les différents aspects chez un individu, comme dans Walking Dead. Moi, j'étais très loin de me douter que ces imaginaires traverseraient les frontières pour passer de fiction à ma réalité d'une façon si dure qu'elle balayait toutes mes croyances et fausses certitudes. Si un pouce à l'époque nous préservait d'un champignon nucléaire, aujourd'hui, il serait stupide d'essayer d'en faire de même. En vue de la dangerosité et les progrès que la science et les technologies ont apportés aux différents domaines d'annihilation de masse, que ce soit le nucléaire, à la pandémie, aux cataclysmes comme aux pénuries, voyons déjà ce que la fiction nous imagina pour nous confronter au départ à toutes ces menaces qui pèsent sur nous, avant même qu'elles nous touchent. Post-apocalyptique. Si ce nom vous est familier, c'est qu'il est un sous-genre de la science-fiction très utilisé en votre temps. L'histoire repose en général sur la vie d'un ou plusieurs personnages après une apocalypse ou autre catastrophe quelconque, ayant eu pour conséquence la destruction de la civilisation dans son entièreté. En général, elle se provoque par deux causes. La cause endogène, donc qui est propre à des causes internes, et qui dit que les civilisations atteignant un certain degré de complexité ne peuvent que décliner, notamment parce que tous les efforts pour maintenir leur stabilité entraînent un surcroît de complexité de plus en plus ingérable par les pieds d'effondrement comme par exemple celle financière et commerciale des biens et services sans précédent, politique suite aux mauvaises décisions des dirigeants face aux problèmes rencontrés, des valeurs sociales, plongeant la solidarité dans le chacun pour soi, et culturel qui prôna la loi du plus fort, rendant la société chaotique régie par le plus fort. Des valeurs sociales plongeant la solidarité dans le chacun pour soi. La deuxième cause, quant à elle, sera exogène, c'est-à-dire des causes externes telles que l'apparition d'épidémies, de maladies ou d'événements naturels comme par exemple des phénomènes naturels ou d'une limite de disponibilité des ressources, et dans d'autres cas, à cause d'épidémies. Quoi qu'il en soit, l'histoire se situe donc à la fin d'un monde, dans un futur plus ou moins proche, et au début d'un autre explorant une phase temporelle transitoire, ce qui découle d'elle par le fait des œuvres d'anticipation. Dans la multitude des œuvres post-apocalyptiques, deux critères essentiels semblent se retrouver néanmoins. Comme une société qui a été détruite et des protagonistes vivant dans des vestiges de l'ancienne civilisation. Cependant, ces deux critères autorisent également un large éventail de situations. La plupart des œuvres offrent une vision où la société est détruite, ses valeurs oubliées ou bafouées, et la majeure partie de l'humanité a disparu. Mais d'autres auteurs privilégient un monde plus ambigu et plus proche du nôtre, où des sociétés ont été reconstruites avec des lois et des règles, ou même des situations identiques aux nôtres, où seule l'autorité centrale de l'État a disparu. Les vestiges d'anciennes civilisations vont de la ville intacte de Jéricho aux détails ensevelis de la planète des singes. Les deux décors les plus représentés sont le désert et la ville en ruine ou abandonnée. Les survivants vivent parfois au milieu de vestiges, technologiques sans les comprendre, et souvent, les utilisent de façon détournée. Le post-apo est dès lors un subtil mélange entre chaos, humanité perdue
et nouveau départ pour la planète. Le post-apo, comme l'appellent certains, était donc un type de littérature qui disposait d'une grande diversité dans son traitement. Pour commencer, comme évoqué dans les causes exogènes, le cataclysme ou les effets naturels pouvaient en être la cause. Dans ce type d'apocalypse, ce sont les éléments naturels qui sont responsables de la disparition de l'humanité. Éruption de volcans, submersion des terres par la montée des océans, tsunami géant, collision d'un astéroïde avec la Terre, etc. Ces catastrophes reflètent les cataclysmes réels et les craintes de votre époque, avec cependant une vision très théâtralisée. Certaines œuvres envisagent un changement climatique en conséquence directe de l'action de l'homme sur la nature. Elles appartiennent à la catégorie des climate fiction, la glaciation étant souvent utilisée dans les années 1980, tandis qu'aujourd'hui les auteurs s'appuient aussi sur la crainte de la désertification, ou celle d'une tempête mondiale et incontrôlée. Certaines catastrophes naturelles possibles et peu connues peuvent donner lieu à des effets comparables à ceux de l'apocalypse nucléaire classique ou un sursaut gamma. Possible cause de l'extinction de l'ordovicien silurien, semblant être la catastrophe ayant détruit les écosystèmes dans la route. Cela dit, d'autres causes naturelles plus originales servent de prétexte afin d'aborder des thèmes écologiques actuels, comme le réchauffement climatique et la 6e extinction. Dans la saga Equatoria de Frank Sens publié en 2018, l'auteur suggère un arrêt brutal en quelques années de la rotation terrestre, provoquant une profonde transformation géomorphologique de la planète en redessinant le contour des continents et des océans, mais aussi en chamboulant son rythme saisonnier, une nuit de 6 mois qui alternerait avec un jour tout aussi long. Et ensuite la cause bactériologique, telle une invasion de zombies comme dans The Walking Dead, déjà évoquée précédemment, mais aussi une maladie à l'échelle mondiale comme la peste, dans le dernier Homme de Mary Shelley, qui était traditionnellement considéré comme la première œuvre post-apocalyptique, etc. En effet, une des fins possibles de l'humanité serait l'apparition d'une pandémie qui décimerait l'espèce humaine en très peu de temps. Plus traité en film catastrophe qu'en post-apocalyptique, on pouvait trouver cependant le roman de la peste écarlate de Jack London publié en 1912, le roman La Terre demeure de George Stewart publié en 1949, ou encore le livre de Richard Matheson publié en 1954. Je suis une légende, où une bactérie infecte l'humanité tout entière et la transforme en créature proche des vampires. On notera également le fléau de Stephen King et le roman Les Yeux des Ténèbres, publié en 1981, dans lequel l'écrivain américain Dean Koontz imagine dans ce livre l'existence d'un mystérieux virus nommé Wuhan 400, fabriqué par les services secrets chinois et risquant de décimer l'humanité, lui redonnant ainsi un certain intérêt 40 ans plus tard avec l'apparition du Covid-19. Plus récemment, le film 28 jours plus tard où les hommes sont affectés par une maladie inconnue et se transforment en créatures enragées qui s'attaquent violemment aux individus sains, et la zombification contagieuse dans World War Z. Une telle menace est écartée in extremis dans le James Bond de Moonraker et dans le jeu vidéo à succès The Last of Us. Ce thème est repris, la maladie étant causée par un champignon parasite. Et si nous parlions de causes non nucléaires, qu'en est-il de ce dernier? Poncif, tellement utilisé qu'on donnera à ce genre de création le nom de post-nuc, comme dans la série de jeux Fallout, où l'humanité s'est autodétruite dans une guerre impliquant des armes de destruction massive, ou a été victime d'une catastrophe nucléaire. C'est l'apocalypse la plus classique. Ce genre post-apocalyptique est né pendant la guerre froide, où la peur d'une guerre totale qui détruirait la Terre a engendré de nombreuses œuvres, et après 1986, Tchernobyl relancera la crainte du nucléaire et la production du genre. Les références du genre restent le film Mad Max 2, où nous suivons ainsi généralement des survivants évoluant dans un univers chaotique et tentant d'exister dans les vestiges d'un ancien monde
dévasté, et plus récemment, la série des jeux Fallout. Aujourd'hui encore, des séries comme The 100 ou Jericho montrent que la crainte de l'apocalypse nucléaire reste dans les esprits. Dans le monde d'Arcadie, Casa décrit une humanité en perdition, irradiée et mutant, sur une terre polluée qui s'est arrêtée de tourner. Par son importance culturelle au XXe siècle, la peur nucléaire a profondément formaté les représentations de la crise planétaire et conditionné les représentations apocalyptiques d'origine non nucléaire, y compris les catastrophes écologiques, même si celles-ci devraient pourtant présenter des différences très importantes. Mais si nous restons dans le domaine de l'humanité, nous pouvons compter aussi sur certaines catastrophes d'origine humaine autres que nucléaire, comme vu dans les causes endogènes. Cela peut être une catastrophe industrielle de grande ampleur, un désastre écologique massif, ou de façon globale, une pollution telle que l'homme ne peut plus vivre sur la surface de la Terre. De façon plus rare, une guerre classique, mais massive. Le contrôle et l'anéantissement de l'humanité par des robots et des ordinateurs sont un thème récurrent. Dans un autre genre, Snowpiercer évoque un accident de géo-ingénierie comme cause de la glaciation totale de la Terre. Mais d'une manière sociétale, la chute de la société peut simplement être due à l'effondrement des liens sociaux, à une ruine économique massive, à un épuisement des ressources naturelles qui amène une asphyxie de la société, ou à des affrontements interethniques ou religieux. Sans doute une des apocalypses les moins violentes, les conflits sont partout mais à l'échelle de la ville. Le peuple contre l'autorité, résurgence des comportements égoïstes, etc. Dans ces cas-là, la société telle que nous la connaissons disparaît peu à peu, en quelques années, sans nécessairement de guerre ou de conflit majeur. Plus lente et moins spectaculaire, la fin de l'humanité peut également être due à l'impossibilité pour l'homme de se reproduire. Elle peut être due à un phénomène qui stérilise l'homme et les femmes, ou tout simplement à la mort de tous les représentants de l'un ou de l'autre sexe. La population qui ne cesse de vieillir se laisse lentement gagner par le désespoir et peut sombrer dans la violence pour un baroud d'honneur, ou au contraire devenir sage et passer ces dernières années à acquérir le bonheur qu'elle n'a pas réussi à atteindre du temps de son apogée, ce que suggère Alan Weisman dans Homo disparu. Mais d'une façon paradoxale, ce déclin peut être expliqué aussi par une singularité technologique, des machines à forme humaine qui détruisent l'humanité, ou la création du programme Skynet dans Terminator 2, qui devient intelligent et déclenche un holocauste nucléaire, ou encore Matrix, film dans lequel l'humanité est prisonnière d'une réalité virtuelle et réduite en esclavage par des machines utilisant la chaleur et l'activité électrique produite par le corps humain comme énergie. Suite à tous ces facteurs, la science-fiction tenta de cristalliser non seulement les espoirs de l'humanité, mais aussi ses craintes. Le post-apo est donc la manifestation suprême de la fin du monde et surtout de la civilisation. En ce sens, ce type de création peut jouer un rôle profondément cathartique, une forme de soulagement par le mal, comme ce fut le rôle de la tragédie dans l'Antiquité. Mais nous pouvons le nier, lire ou voir la fin du monde a quelque chose de profondément satisfaisante, notamment dans sa notion de nouveau départ. Ces œuvres sont particulièrement prolifiques au XXe siècle, notamment lorsque la menace nucléaire devient plus tangible. Si pendant longtemps les hommes avaient imaginé leur existence comme une constante progression vers un monde meilleur, l'idée que ce ne soit pas le cas noircit les mentalités et teint la fiction de nuances plus sombres, à l'image du cyberpunk s'opposant à l'utopie rencontrée dans les films de science-fiction traditionnels, où tout est progrès. L'humanité prend conscience que sa destruction peut arriver. Dès lors, nombreux seront les artistes qui s'approprieront le thème pour développer un univers fascinant. C'est le cas dans The Last of Us, où les magnifiques décors dans lesquels la nature reprend ses droits, tout comme la sensation omniprésente de danger, a bénéficié d'un travail de fond important qui renforce l'immersion des joueurs. D'ailleurs, de nombreuses sociétés
y compris babylonienne et judaïque, avaient produit de la littérature apocalyptique et mythologique, traitant de la fin du monde et de la société humaine. L'eschatologie était le discours sur la fin du monde ou la fin des temps. Elle relevait de la théologie et de la philosophie en lien avec les derniers temps, les derniers événements de l'histoire du monde, ou l'ultime destinée du genre humain, couramment appelée la fin du monde. Dans de nombreuses religions, celle-ci est un événement futur prophétisé dans les textes sacrés ou le folklore. Plus largement, l'eschatologie peut embrasser des concepts qui sont liés, tels que celui de Messie ou des temps messianiques, l'après-vie et l'âme. La plupart des religions monothéistes avaient des doctrines qui affirmaient que des membres choisis ou dignes de la seule vraie foi seront épargnés ou délivrés du jugement et de la colère de Dieu à venir. Ils seront envoyés au paradis avant, pendant ou après ce jugement, en fonction du scénario de la fin des temps qu'elles retiennent. L'eschatologie cosmique s'occupait alors de la fin des temps, parfois du jugement dernier et de la résurrection. Quant à l'eschatologie individuelle, elle traitait de la vie après la mort, de la destinée de l'âme post-mortem. Par exemple, dans l'épopée de Gilgamesh, écrite environ dans l'an 2000 à 1500 avant Jésus-Christ, parlait d'un mythe où les dieux en colère provoquèrent des inondations pour punir l'humanité, mais le héros antique Uta-Naphistim et sa famille furent sauvés grâce à l'intervention du dieu Enki. L'histoire scripturaire de Noé et de son arche décrit la fin d'une civilisation corrompue et son remplacement par un monde refait. Les premiers siècles de notre ère ont vu la création de diverses œuvres apocalyptiques, la plus connue est Apocalypse dans le livre de la Révélation, qui est rempli de prophéties de destruction, ainsi que d'idées lumineuses. Dans le premier chapitre d'Apocalypse, l'auteur Jean de Patmos explique sa mission divine. Écrire les choses que tu as vues, les choses qui sont, et les choses qui doivent arriver après. Il la ressent comme une mission de transmission, de révélation du royaume de Dieu, sa promesse que la justice prévaudra et que la souffrance sera justifiée. L'apocalypticien fournit une belle vision du jugement dernier, révélant la promesse de Dieu pour la rédemption de la souffrance et des conflits. L'Apocalypse décrit un nouveau ciel et une nouvelle terre, et le public visé étant enchanté et inspiré, plutôt que terrifié par les idées du jugement dernier. Ces chrétiens alors se croyaient choisis par le salut de Dieu, et donc ces sensibilités apocalyptiques inspiraient l'optimisme et la nostalgie pour la fin des temps, et d'une découverte d'une nouvelle vie quittant celui connu. Ici, le post-apocalyptique permet donc ainsi de mettre en place des sociétés différentes, d'imaginer à quoi ressembleraient les rapports humains dans un monde en perdition. Ce type d'univers stimule l'imagination, survie, relations plus abruptes avec les personnages avec plus de créativité dans la façon de survivre. Par exemple, dans Fallout, il y a souvent de mise en place un rapport comique entre un concept qui existait dans l'ancien monde et une interprétation très libre de la part des habitants de Boston Post, explosion nucléaire. L'argent a disparu en tant que tel, remplacé par des capsules de Nuka-Cola. Dans Mad Max, les véhicules de récupération ont cette apparence fascinante qui montre avec force les capacités d'adaptation de l'humanité. En effet, le post-apo prend racine dans les prémices de la renaissance de l'humanité. Dans ce moment où la civilisation a disparu, et où les hommes vivent ou plutôt survivent dans un univers chaotique où le carcan des normes sociales a disparu. En ce sens, beaucoup d'œuvres d'anticipation peuvent être reliées à une vision de l'humanité partagée par Hobbes. L'Apocalypse ramène l'humain à un état de nature, affranchi de l'état et des multiples lois qui définissent, réglementent et limitent les rapports entre les individus, ou retournant à l'état primaire comme dans le jeu Horizon par exemple. Et chez Hobbes, ce n'est pas forcément bon signe. Dans le Léviathan, Thomas Hobbes décrit l'état de nature comme un état mortifère où chaque individu ne lutte que pour sa survie et sa survie seule. Dans ce cadre, chacun fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer sa subsistance au détriment des autres, rappelant dans un sens la dualité que Nietzsche confrontait entre le nihilisme et le surhomme, violence
vol, force brute, l'état de nature est une guerre permanente contre autrui, la guerre de tous contre tous. Nombreuses sont ainsi les œuvres qui décrivent des groupes d'hommes, profondément violents qui profitent du chaos pour imposer leurs lois et s'approprier les ressources d'autres survivants. Dans cette fameuse et provocante citation de l'auteur « Dieu est mort », Nietzsche décrit que les illusions que la croyance en lui et la religion a générées ne le sont pas encore. Dans son livre, Zarathustra veut donc en finir avec l'ancien monde, la métaphysique dualiste et la morale qui en découle. Face à cette morale réactive, l'homme, pour devenir surhomme, doit pratiquer le grand mépris. Mépris du bonheur, au sens de la résignation morbide des stoïciens, de la raison, entendue comme conscience morale chez Kant, de la vertu, autrement dit de la disposition au bien, qui n'est qu'obéissance à la morale religieuse, de la justice, cette morale du faible qui se protège ainsi du fort, de la compassion, cette tendance à la pitié pour ceux qui doivent en réalité disparaître. Cette construction d'une nouvelle morale serait si supérieure à l'ancienne qu'elle appelle, selon Nietzsche, des hommes nouveaux, des surhommes. Cette nouvelle morale serait précisément la volonté de puissance, et face à la mort de Dieu, le surhomme devrait affronter les derniers hommes. Ceux qui pensent que la mort de Dieu signifie le nihilisme, pure destruction. Nietzsche se bat donc contre l'immoralité au nom de l'immoralisme. Ainsi en creux, Nietzsche nous montre que la mort de Dieu n'est pas suffisante pour animer le monde d'une nouvelle morale, et sans la volonté de puissance, si elle est animée par une volonté faible, la morale peut par conséquent devenir nihilisme. D'une manière exhaustive et interprétative, le traumatisant Negan dans The Walking Dead est un chef de communauté remarquablement violent qui n'hésitera pas à démonter ses opposants à coups de batte de baseball pour obtenir ce qu'il désire, proche au final de ce que l'on peut considérer comme nihiliste. Ainsi, dans The Walking Dead, tout l'intérêt de l'œuvre se trouve dans la découverte que, parfois, les hommes peuvent être plus fous et plus dangereux que les morts vivants eux-mêmes, quand les règles ou codes normaux, voire les croyances religieuses s'effondrent. Trahison, massacre, les règles du jeu ont changé et la loi du fort s'est imposée. L'homme est un loup pour l'homme. À partir d'ici, je vais vous laisser avec le témoignage du briseur du 4e mur, dans un plan d'existence parallèle, mais différent du vôtre, le pire semblant s'être déjà produit. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine, et il vit monter de la terre une fumée pareille à celle d'un fourneau. Bonjour, je suis le briseur du 4e mur. Ce que je vais vous raconter est mon histoire avec le témoignage de ce que j'ai assisté qui sera complété par ce que je pense, ou ce que j'ai appris en glanant des informations ici et là, tout le long de mon parcours. En espérant que cette bouteille envoyée à l'océan d'une manière métaphorique sera avertir et protéger à sa juste valeur modeste les générations futures. De plus loin que je peux en être sûr, l'humain s'est vu déchoir de son intelligence en mettant à contribution cette dernière à son propre profit. D'une manière plus simple, le tout premier ayant décrété et instauré le terme de propriété, avança probablement son espèce dans la civilisation, mais en même temps, étant un être las de toutes choses, s'habituant ou s'adaptant rapidement, il plongea dans de sempiternels abus, conduisant la juste mesure à la décadence. Vous qui écoutez cette vidéo, vous serez probablement pas familier avec certains mots qui vous sont inconnus. C'est pourquoi je ferai au mieux pour vous simplifier la compréhension. En soi, si notre espèce s'est vue s'étendre, il ne le fut pas en même temps et dans un même groupe. En fonction de celles-ci qui se formèrent, des fonctionnements et des communautés émergèrent. Cette différence fit qu'elles s'opposèrent les unes aux autres pour des raisons incohérentes. De la couleur de peau à la manière de faire certaines choses, ceux qui vous ont précédés, ainsi ceux à qui j'appartiens s'entretuaient, du moins d'une manière encore plus pathétique,
Notre espèce, ne sachant pas vivre en osmose, choisit alors un représentant ou se laissa imposer sa conduite par le plus hostile d'entre eux. Si bien que ces chefs qui ne connaissaient et qui ne s'aimaient pas entre eux, décidèrent pour régler leurs conflits personnels d'envoyer des personnes qui ne se connaissaient pas pour s'entretuer jusqu'à être satisfaits de la soumission des uns et des autres. Et cela en tout temps. Dans le XXe siècle, un chef avait vu ses terres se faire reprendre au fur et à mesure, craignant devoir effacer ce qui restait car sa disparition et l'hostilité commençaient à atteindre la limite intime de ce qu'il considérait le plus comme sa terre natale. Il décida qu'il devait garder à tout jamais ce qui lui restait, mais aussi de récupérer ce qu'il avait perdu, pour éloigner ce qu'il considérait comme une menace. Pour cela, il décida d'apporter la mort et la destruction au même titre que ses adversaires l'avaient déjà fait au nom d'une pensée que chacun justifiait d'être la bonne. Idée ou pensée inconnue de vos jours qui pouvait s'appeler par exemple démocratie, capitalisme, socialisme, communisme, patriotisme, etc. Tant la liste est différente et vaste. Quoi qu'il en soit, à l'heure où je fais cet enregistrement, je ne sais pas à quel niveau technologique vous êtes. C'est pourquoi je vais vous décrire les abominations que vos ancêtres ont fabriquées pour pouvoir se déchirer les uns les autres. Il créa des oiseaux hurlants et brillants dans le ciel, capables d'ébranler la terre et déchiqueter les corps, mais aussi des boîtes dures très lourdes capables de faire disparaître des collines, des bâtons crachant du feu et des parties lancées qui entraient dans la chair pour en ressortir. En somme, il créa beaucoup de choses, mais la pire fut celle qui vint du ciel, celle que seul ce que vous appelez Dieu peut faire abattre sur vous. Un objet qui pouvait détruire tout ce que vous pouvez voir en fermant vite les yeux. Un orage imbibé d'un feu qui, même une fois éteint, brûlait sur tout ce qui vivait même si vous ne l'aviez pas vu. Ceci est un message à tous ceux qui sont nés après ce boom. Gardez vos idoles, mais préservez-vous de celui qui fera des miracles par le biais de constructions ou de choses qui ne semblent pas naturelles. Car un jour, viendra un chef qui utilisera cela contre vous tous. Et méfiez-vous. Si vous doutez de ce que je dis, prenez garde, car ce chef maléfique peut s'inscrire en chacun de vous. Je ne sais pas comment sera la Troisième Guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c'est que la Quatrième Guerre mondiale se résoudra à coups de bâton et de silex. Cette cassette temporelle se poursuit s'adressant à une civilisation soit avancée, ou soit qui a su maintenir les connaissances qui ont su être préservées jusqu'à votre jour. Si ce n'est pas le cas, nul besoin de continuer, car tout ce que je dirai vous semblera étranger. Bonjour amis civilisés, comme tu as pu l'entendre, j'ai décrit les choses simplement, mais pour toi, je vais pouvoir être plus clair, tout en essayant de vulgariser le tout pour économiser de la bande audio. Alors, à la date de 2022 après Jésus-Christ, un pays nommé la Russie entrait en guerre contre un pays appelé l'Ukraine. Si le désir de l'agresseur était de se défendre, il était aussi motivé par récupérer comme dit précédemment ce qu'il avait perdu en 60 ans à peu près, par un groupe de pays se joignant pour former ce que l'on appelait l'OTAN. Parmi ce groupe, un pays appelé l'Amérique plaça des forces armées proches des frontières de la Russie, mais cela empira avec la volonté de l'Ukraine à rejoindre à son tour l'OTAN, laissant de moins en moins de sécurité à la Russie et présentant une menace directe contre le représentant de son pays. Laissant de moins en moins de sécurité à la Russie et présentant une menace directe contre le représentant de son pays, le dirigeant décida de répliquer de peur de voir sa nation encore s'effacer, comme l'histoire l'avait fait avant qu'il ne soit lui-même au pouvoir. Cela engendra deux terribles conséquences. La première était que l'acteur principal de la chute du président pro-russe, le gouvernement américain avait largement financé les opposants au pouvoir pour qu'ils détournent le dos à la Russie. Dans une volonté d'utiliser le territoire ukrainien afin de s'offrir un emplacement stratégique et surveiller la Russie, Washington, nom d'une ville qui fait écho aussi à l'endroit où est prise aussi une décision importante, poussa par conséquent l'idée d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ce que Moscou jugea comme une provocation.
ce qui engendra la deuxième conséquence qui était que l'Ukraine souhaitait donc intégrer l'Union européenne et ainsi s'éloigner davantage de l'influence russe, pour embrasser les échanges avec les Européens ou l'Occident en général qui était un concept géopolitique qui s'appuyait généralement sur l'idée d'une civilisation commune, héritière de la civilisation gréco-romaine dont était issue la société occidentale moderne. L'OTAN donc, qui incluait l'Europe et l'Amérique en somme, avait comme mission de garantir la protection de la liberté et de la sécurité de ses membres. Et laissant une méfiance à l'égard de la Russie, l'Europe se trouva pourtant dans une situation inconfortable, car en faisant miroiter la possible adhésion de l'Ukraine, il se mit en partie responsable de la crainte de la Russie de se voir de l'un attaqué à ses frontières, ce qui le mena au final à rentrer en guerre, et de l'autre, à ne pas prendre parti pour le pays envahi, en qui il voyait un allié, sans en être officiellement un. Ce paradoxe mena à l'élément déclencheur de ce qui sera pour les miens et moi-même notre perte. L'Amérique, ne voulant pas s'impliquer, insista auprès de ses alliés européens d'adopter l'Ukraine pour qu'ils en prennent la responsabilité sans pour autant en subir les conséquences, mais en bénéficiant de ses avantages stratégiques, ce qui se fit. La Russie, dans l'espoir d'arrêter une avancée des Américains à travers l'OTAN, lança une bombe nucléaire en coup de semence, qui sera répliquée par une frappe aérienne nucléaire tactique. Dans les 3 heures qui suivirent, les combats s'intensifiant en guerre nucléaire tactique, la Russie envoya 300 ogives nucléaires via des avions et des missiles courts portés pour frapper la base de l'OTAN et ses troupes en progression. Au départ des missiles, à l'annonce de leur entrée dans les voies aériennes, l'OTAN répondra par environ 180 ogives nucléaires également par avion, faisant 2,6 millions de morts immédiats. Dans les 45 minutes qui s'ensuivront, l'Europe étant détruite, l'OTAN lança une frappe nucléaire stratégique de 600 ogives de missiles terrestres et sous-marins américains visant les forces nucléaires russes. Avant de perdre ses systèmes d'armes, la Russie répondra en lançant des missiles par des silos et des véhicules routiers et sous-marins, causant à ce moment 3,4 millions de morts immédiats. S'ensuiva ensuite ce que vous appelez à tort, mais d'une manière populaire, l'Armageddon. Car dans les 45 minutes qui précédèrent toute cette folie, dans le but d'entraver la reprise de l'autre côté des 2 rangs, la Russie et l'OTAN visèrent en chacun les 30 villes et centres économiques les plus peuplés de l'autre en utilisant 5 à 10 ogives sur chaque ville en fonction de la taille de la population, condamnant 85,3 millions de morts immédiats. Et c'est dans ce contexte que je vais vous raconter mon périple. Comme je vous l'annonçais plus tôt, je vous raconterai ce que j'ai appris au fur et à mesure de ma survie, que ce soit des éléments pratiques ou informatifs, tout mon savoir, je le lègue entre vos mains, dans l'espoir que vous y soyez jamais dans l'obligation de les mettre en pratique. L'homme est un loup pour l'homme. C'était un soir. Je me souviens aussi nettement que si ça ne faisait qu'une seconde. Ce que je croyais être qu'un réveil était en fait un message d'alerte. Attention, ceci est un message d'alerte à la population. Une menace nucléaire est en cours. Pour votre sécurité, merci de lire attentivement ce qui va suivre. Si j'ai douté d'une supercherie, alors que l'obscurité recouvrait encore la nuit, les sirènes parvinrent à confirmer ce doute. Et là, un processus mental s'opéra en moi tel un deuil. D'abord un déni, une colère, pour finir sur de la panique que j'ai su tout de même maîtriser. Ça y est, le compte à rebours avait commencé. En vue des conflits étant de nature préventive de base, j'avais déjà préparé un sac d'évacuation comblé d'une partie supplémentaire pour une menace nucléaire. Si cela vous intéresse, en voici la composition. Une gourde filtre, 2 filtres à eau d'une capacité de 2000 litres, un briquet ainsi qu'un allume-feu, une radio solaire portable et manuelle, une ration de survie d'1 semaine, des bâtons lumineux, un pied de biche,
du cordage, une lampe et torche frontale, une clé technique, un couteau multifonction, un poncho imperméable se complétant avec un pull et un pantalon, un sac de couchage accompagné d'un sac de protection thermique et une bâche couvrant une tente compacte, des sous-vêtements thermiques, des gants de randonnée, un tour de cou modulable, des chaussures résistantes, une trousse de secours, une couverture de survie réutilisable, du désinfectant, des lingettes biodégradables, des sacs poubelles, une brosse à dents avec du dentifrice, du shampoing sec, un coupe-ongles, une pince à écharde, un déodorant, des rasoirs, de l'aluminium, un bloc-notes, un stylo, un kit nucléaire avec une combinaison NBC ainsi que ses gants et son masque, des iodures de potassium, et un compteur GGR pour finir sur une clé USB comportant tous mes papiers d'identification et autres. Si cela m'avait coûté la bagatelle de 1500 € dans l'empressement, je remercierais le moi du passé d'avoir pensé à moi aujourd'hui. Car après tout, qu'étaient-ce les économies d'une vie face à la survie de l'instant présent? Pendant que je m'habillais avec les premiers habits trouvés sous la main, j'enveloppais mon téléphone dans de l'aluminium tout en laissant la radio allumée et je pris mon sac en direction de mon parking souterrain. Dans les escaliers, j'entendais la vie s'agiter, mais je n'avais pas le temps d'en constater l'ampleur, car d'après mes estimations, si une ogive était lancée depuis la Russie, elle viendrait approximativement en 15 minutes sans compter les quelques minutes déjà écoulées le temps d'identifier sa nature et sa direction. Ça y est, j'y étais. Ayant ouvert et fermé la porte de mon box, je me mis en position fétale plaçant mon sac de face contre mon ventre et le dos face à la direction de la métropole la plus proche, en prenant le pari de me mettre derrière ma voiture, sachant cette dernière pouvant être capable grâce à la composition de son moteur, arrêter des armes de guerre, mais dans le même temps, avec le souffle, potentiellement m'écraser. Je plaça mes mains sur les oreilles, la bouche grande ouverte pour protéger un maximum mon corps de la force que je caractérisais de cinétique, que l'onde de choc pouvait provoquer. Et là, je fis une rapide probabilité. Si une ogive venait en France, elle ne serait pas pour Paris, mais probablement une ville avoisinante comme coup tactique. Je pensais alors à Bordeaux ou Lyon, en vue de la vie économique et le nombre de sa population qui serait un coup dur en cas de perte pour le pays, sans pour autant l'achever, comme ce qui était fait pour Hiroshima et Nagasaki qui se virent choisis au lieu de Kyoto ou Tokyo pendant la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, cela n'était pas le plus important, car peu importe la ville touchée de toute façon, s'ensuivra un déchaînement nucléaire sans précédent, chacun lançant leurs représailles sur toutes les plus grandes agglomérations démographiques. J'avais en quelque sorte tort. Un bruit sourd et à la fois lourd se fit entendre et dans la seconde même, la lumière de mon bug s'éteignit. Tandis que la terre tremblait et que les choses autour de moi semblaient se mouvoir d'eux-mêmes, des débris tombèrent si bien que certaines atterrirent même dans ma bouche, et une chaleur se fit sentir à travers la conduction des objets de la surface jusqu'à moi-même, dans maintenant ce que je peux appeler mon trou. Constatant mon acouphène et étant toujours en vie, je sus alors que je fus préservé de la zone mortelle d'impact. Mais, en sentant la chaleur, je savais aussi que je n'étais pas assez éloigné pour m'en sentir rassuré. J'entendais à peine. Étant conscient mais un peu sonné, je sentais que j'étais entre enterré ou recouvert d'objets. De plus, une partie de ma voiture semblait m'avoir poussé aussi contre un mur qui paraissait n'être à ce moment qu'une partie de lui-même. J'avais mal, mais je réussis à me déterrer. En ouvrant mon sac, je pris les lingettes et l'eau et je me nettoyai aussi vite que possible pour me débarrasser des résidus nucléaires répandus dans l'air, laissant par terre mes anciens vêtements. Une fois plus ou moins sec, j'ai attrapé mon masque, ma tenue, mes gants et je me mis dans le coffre de ma voiture avec mon sac. Mes vitres avaient explosé avec l'onde de choc. Une fois dedans, je pris des iodes de potassium pour me protéger de la radioactivité qui tentait d'accaparer mes glandes thyroïdiennes et je laissai mon portable sur la fréquence de la radio en attendant de recapter quelque chose sous la lumière d'une lampe. À travers le coffre, j'entendais la pluie venir et je sus à ce moment que c'était la fameuse pluie noire radioactive
constaté lors d'Hiroshima. En cet instant, je sus que le plus dur mentalement était à faire, car je devais attendre au moins 1 à 2 semaines à l'intérieur, le temps que la radioactivité se dissipe, laissant ma tristesse et le doute de la survie de ceux que j'aime, et mon corps se meurtrissant d'une position statique sans avoir le luxe de trop bouger. Je n'en pus plus. Après avoir lutté contre la folie en comptant et en puisant dans mes quelques réserves, il fallait que je voie obsessionnellement le jour. Et c'est ce que je fis. Je sortis alors du coffre, et en m'étirant de tout mon être, je constatai que tout avait changé. Il n'y avait plus de relief. Ce qui était il y a un temps une commune verdoyante fut transformé en une lande de terre retournée, parsemée de quelques débris, tout étant silencieux. Si bien qu'avec ma combinaison et ma radio, je pouvais croire le temps de quelques secondes être un astronaute en mission, mais j'étais loin de fabuler. Ce n'était pas de la contemplation, c'était plus de la désolation qui se fit sentir dans ma poitrine, si bien que des larmes s'écoulèrent sur ma joue. Pour ne pas m'apitoyer, il fallait que je bouge. Bouge, 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 ne pense pas, fais ce que tu dois faire, et une fois fait, trouve autre chose. Je me mis donc à marcher, et là je constatais que malgré les débris, des ruines encore debout affichaient des silhouettes. Je sus bien plus tard que c'était la lumière de l'explosion qui produisait cela. Les corps des victimes qui étaient en face avaient fait barrage aux rayons, laissant ce qui était derrière afficher leurs silhouettes qui avaient accumulé tout le flash. D'ailleurs, plus proche nous étions de la zone d'impact, plus il ne restait rien. Les personnes étaient vaporisées tandis qu'à l'inverse, les corps éloignés de l'autre extrémité étaient soit carbonisés ou d'après mes propres mots vitrifiés. Je me dis que s'il n'y avait pas de survivants, seulement des corps décharnés, estropiés, brûlés, effrités à même le sol, c'est que pendant que je m'étais mis à l'abri, ces victimes ayant survécu au choc, sans la capacité physique d'émettre le moindre son de par leur agonie, ils n'avaient pas résisté aux brûlures et à la radioactivité, mais probablement aussi aux incendies provoqués par la chaleur dans certains coins où des combustibles s'étaient regroupés. Ayant marché en ligne droite en contresens de l'ancienne métropole sous un ciel sombre, j'atteignis les bords des falaises surplombant une mer, et je me servis de ces creux comme sorte de cavité pour me préserver des intempéries. Je n'avais fait que marcher, m'arrêtant juste pour pouvoir nourrir très brièvement mon corps, tout en laissant la radio ouverte. La rechargeant avec une recharge manuelle, je ne savais pas si c'était à cause des ondes magnétiques que le grésillement se faisait continu. Mais j'avais entendu dire qu'il existait des bombes nucléaires dites EMP, générant une émission d'ondes électromagnétiques brèves et de très forte amplitude, IEM, déclenchées dans la haute atmosphère, pouvant faire tomber des réseaux électriques, des systèmes informatiques et électroniques, rendant les communications radio indisponibles pendant quelques minutes. Quoi qu'il en soit, je me questionnais pas plus que ça, car une voix se fit entendre, et elle informa que le continent européen, nord-asiatique et nord-américain avait été annihilé. Les secours étaient en route d'Australie en charge de missions de sauvetage un peu partout, s'occupant également de la France. Un numéro téléphonique se répéta pour être utilisé et être secouru, et c'est après 3 jours laborieux que je vis descendre quelqu'un, arrivé comme un ange, devant un croyant qui avait besoin d'un miracle. Les personnes qui avaient survécu comme moi n'étaient cependant pas au bout de leur peine. Si j'avais pu éviter le pire en me préparant au cas où, ceux qui n'en avaient pas eu l'idée ou la chance mourraient des effets de la radioactivité. Mais si vous pensiez que les 6 milliards de personnes restantes étaient sauves, laissez-moi vous raconter le reste. À cause des incendies colossaux et incontrôlables générés par les bombes qui envoyèrent dans l'atmosphère 9 millions de tonnes de suie, ainsi toute la planète fut affectée par les cendres. Les rayons du soleil s'étant alors en partie filtrés,
La résultante fut que la température planétaire baissa de 1,25 Celsius. Précipitations mondiales diminuant de 10% dans les 2 à 4 ans suivant l'événement. Les gelées furent par conséquent plus fréquentes. La photosynthèse plus faible. L'agriculture fut alors durement affectée et les ressources alimentaires pour l'ensemble de l'humanité drastiquement diminuées à cause des cycles agricoles désorganisés du fait de l'effet combiné d'un refroidissement, mais aussi d'une moindre pluviométrie, ainsi que de la baisse de l'intensité des rayons solaires à la surface terrestre, ceci se traduisant par des interruptions à répétition des cycles de croissance dus au gel. Ces conditions environnementales furent si perturbantes pour les plantes et le plancton que les récoltes et la pêche furent dangereusement affectées. La combinaison de l'obscurité et du froid provoqua d'énormes dommages à la vie végétale dans les régions touchées, avec la rupture des chaînes alimentaires entraînant la raréfaction des plantes, puis des herbivores, puis des carnivores, faute de nourriture. Une perte généralisée de la couche d'ozone stratosphérique se fit à 75% au niveau planétaire et 65% au niveau des tropiques. Cette destruction de l'ozone entraîna de graves problèmes de santé et altéra les écosystèmes terrestres mais aussi aquatiques, ainsi que l'agriculture, comme dit précédemment. L'élévation en rayonnement ultraviolet qui en résultèrent eurent un effet délétère sur la vie végétale et animale. Cet effet fut encore plus persistant que l'hiver nucléaire lui-même, car seule la restauration de la couche d'ozone pouvait régler cette catastrophe. En d'autres termes, l'hiver nucléaire entra alors dans nos quotidiens. La Terre s'enveloppa d'un écran de poussière radioactif, empêchant l'énergie solaire de parvenir jusqu'à nous pendant une durée assez longue, ce qui fit disparaître peu à peu l'espèce humaine de la planète. Si cela ne suffisait pas, les pays épargnés par cette guerre s'écroulèrent chacun sous le poids de leur propre effondrement. Les famines ainsi que les conditions de vie difficiles ouvrirent la boîte de Pandore. Tous les maux semblèrent suggérés sur Terre, car ces événements catastrophiques suivis d'une famine furent accompagnés d'une épidémie qui décima encore plus les populations restantes. L'ordre des choses et les puissances supérieures étant incapables d'assurer l'harmonie sociale, le chacun pour soi devint alors une loi suprême, poussant l'escalade de la violence et une montée des capacités de survie. Du vol au cannibalisme, des communautés se formèrent, et l'incapacité de maintenir les structures en place fit que le souvenir se perdit peu à peu, rendant chaque génération plus ignorante des technologies du passé. Dans ce contexte chaotique, un mal invisible frappa ce qui restait de nous. Nous ignorons si les anciennes structures, contenant les anciens laboratoires de recherche bactériologique ou autres, avaient cédé. Dans tous les cas, les hommes mouraient dans des râles, et l'alliance des malformations provoquées par l'héritage nucléaire laissa place à des descendants, formant une nouvelle race d'humains, un peu plus résistants au climat, mais tout aussi touchés par la malnutrition et leur handicap. Toutefois, certains animaux se faisaient présents, n'ayant subi aucune altération, ils commençaient comme à proliférer tout comme la faune. Il semblerait que la Terre même voulait tout simplement guérir d'un virus qu'elle avait identifié comme les hommes d'autrefois. Des anciens, certains pensaient que la flore avait eu par miracle une émergence grâce à la réserve mondiale de semences de Svalbard, cette chambre forte souterraine sur l'île norvégienne du Spitsberg, destinée à conserver un lieu sécurisé de toutes les cultures vivrières de la planète et ainsi de préserver la diversité génétique. En fin de compte, si nous avions cru que ce déchaînement nucléaire provoquerait la fin de la vie, présomptueux et condescendants nous avions été, car s'il y a eu une éradication, elle ne fut au final qu'humaine. L'humanité s'éteignit peu à peu, et les descendants de l'humanité résistant à cette nouvelle vie furent plus enclins à y proliférer. Amoindris moralement par leur handicap, ils se trouvèrent néanmoins plus instinctifs, chassant comme autrefois, et louant les histoires transmises de manière orale par une vénération des vestiges du passé, certains même idolâtrant d'anciennes mascottes de franchise ou d'emblèmes de multinationales. Si je fus partie des derniers de ma génération connue à être en vie, subissant malheureusement en conséquence de la radioactivité qui m'avait touché au final,
provoquant des tumeurs dans mon propre organisme, je tiens à livrer cet échange entre Albert Einstein et Sigmund Freud concernant la guerre. L'appétit de pouvoir que manifeste la classe régnante d'un État contrecarre une limitation de ses droits de souveraineté. Cet appétit politique de puissance trouve souvent un aliment dans les prétentions dans l'effort économique se manifeste de façon matérielle. Je songe particulièrement ici à ce groupe que l'on trouve au sein de chaque peuple et qui, peu nombreux mais décidés, peu soucieux des expériences et des facteurs sociaux, se compose d'individus pour qui la guerre, la fabrication et le trafic des armes ne représentent rien d'autre qu'une occasion de retirer des avantages particuliers et élargir le champ de leur pouvoir personnel. Ce que répondra Freud, c'est qu'il préférait envisager des relations du droit et de la violence. Le droit étant la force d'une communauté, il ne pouvait lui-même s'exercer sans violence. La société des nations susceptibles de représenter une prévention contre la guerre demeure impuissante sinon sur le plan des idées. Quant à la pulsion de haine évoquée par Albert Einstein, elle rejoindrait chez Freud sa théorie de la pulsion de mort. La pulsion de mort devint pulsion de destruction en se tournant, au moyen d'organes spécifiques, vers l'extérieur, contre les objets. L'être vivant préservait alors pour ainsi dire sa propre vie en détruisant celle d'autrui. Freud reconnaissait n'avoir pas grand-chose à proposer, expliquant que nous étions des pacifistes pour une raison organique, étant formés par le long processus de l'évolution de la culture. Et en attendant que les autres hommes aussi deviennent pacifistes, il était permis de nous dire que tout ce qui pouvait promouvoir le développement culturel œuvrait du même coup contre la guerre. Et c'est ici que le voyage se termine. J'espère que cela mènera simplement pour celui qui aura assisté à ce voyage une réflexion sur le monde qui l'entoure et les puissances qui jouent au pion avec la vie de chaque être. Ne voyez pas ceci comme une moralisation ou une leçon, seulement un point de vue comme un autre. Quoi qu'il en soit, voyageur du 4e mur, je vais changer ta réalité pour que tout ceci ne soit jamais produit. Tu pourras retourner dans ton monde et celui des entités spectatrices qui ont voyagé avec nous. Après tout, comment ferais-je pour retransmettre nos voyages si tu n'es pas là? Même si je suis quasi omnipotent, j'ai horreur de mettre mes mains sur un clavier. Voyageur du 4e mur, autre partie de moi, je te laisse. Continuons ensemble à aider les voyageurs et explorateurs qui se présentent ici, afin de les guider là où ils doivent se rendre. En attendant, je t'ouvre un portail et ne crains rien. Je suis avec toi et cette bibliothèque ne peut ainsi que moi-même exister sans toi. Dans l'attente d'un prochain voyage, une oreille sera toujours la bienvenue pour le conteur que je suis. Merci et à plus tard les gérés.